Donc, en fait, la table ronde, là, c'était vraiment justement pour venir éclater le concept de diversité. Et là, en fait, c'est un plaisir aussi que moi, je voulais creuser une interrogation, c'était à savoir, est-ce que les préoccupations qui ont été soulevées par les employés, les professionnels des coopératives funéraires, étant donné que bon, les au projet de recherche avaient un certain âge, se retrouvaient dans une certaine tranche d'âge. Est-ce que c'est les mêmes préoccupations qu'ont les jeunes qui étudient en thanatologie, qui vont être, si on veut, les futurs professionnels du domaine funéraire? Donc, tout ce qui était par rapport justement à la diversité ethnoculturelle et religieuse. Bon, les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être plus ancrés dans ce contexte de diversité-là. Donc, est-ce que ça reste vraiment une préoccupation ou justement, ils ont d'autres préoccupations qui touchent justement la diversité. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va explorer avec la table ronde. Donc, pour la table ronde, on a Manon Thibodeau, directrice, qui a grandement participé également. Cynthia Lépine, enseignante au programme de thanatologie du Cégep de Rosemont. Marie-Pierre Turgeon, enseignante et coordonnatrice du département de thanatologie au Collège Notre-Dame-de-Foix. Joy Barrière, étudiante en thanatologie au Cégep de Rosemont également. Et Javorka, justement, qui va prendre la parole. Donc, pour moi, c'est vraiment important de donner justement au monde du terrain et aux futurs professionnels en ayant un aspect recherche tout près. Donc, on va passer à la première question. Donc, en fait, là, comment on a divisé la table ronde? On a trois questions principales, donc on a environ 1 heure, donc 20 minutes par question. J'ai demandé à mes interlocuteurs, interlocutrices de se préparer et de rester dans leur temps de réponse afin, là, justement, d'avoir un 4-5 minutes pour vous, là, le public, si vous voulez interagir, OK? Donc, on y va. Donc, la première question, qu'en est-il des questions de diversité lors de l'enseignement au programme de thanatologie? Comment est-elle transmise par le curriculum? Comment est-elle appréhendée et comprise par les étudiants, étudiantes? Y a-t-il une divergence avec ce qui peut être expérimenté sur le terrain? Et donc, pour ouvrir euh, la question, j'invite Marie-Pierre, s'il vous plaît, à prendre la parole en premier lieu. Oui, donc bonjour à tous. Au campus Notre-Dame-de-Foix, en fait, la diversité dans le programme prend une place intéressante. Donc, on a entre autres 2 cours dans le cursus là, de la technique de thanatologie qui sont sur la sociologie et la mort. Donc, on essaie vraiment d'aller se concentrer sur la place que la mort prend dans la société. Oui, on visite effectivement là, la réalité québécoise, mais on essaie aussi justement de poursuivre l'étude en fait sur des réalités autres. Donc justement le multiculturalisme, d'essayer de voir en fait quels sont. C'est sûr que étant à Saint-Augustin de Desmaures, on se concentre un petit peu sur la réalité de la grande région de Québec, donc essayer d'étudier un petit peu les réalités et les rites des communautés en fait qui sont présentes là dans le grand Québec, si je peux dire. Euh, Ensuite, les étudiants, la façon qu'ils le voient, je le vois là et je l'ai vu depuis le début de ma carrière en enseignement, les étudiants ont une soif de pouvoir étendre leur compréhension et les services offerts dans la diversité. Donc, c'est sûr qu'il y a un très grand intérêt de leur part. Et une très grande curiosité. Donc, j'ai même eu la chance immense là, d'entendre des discussions sur le sujet de la part des étudiants à l'extérieur des cours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intégré dans leurs préoccupations personnelles, là, pas seulement dans le cadre du cours. Et bon, j'ai un petit peu la tendance d'expliquer aux étudiants que nous, à l'école, on a cette mission-là, en fait, de les outiller pour qu'une fois sur le terrain de travail, en fait, sur le milieu de travail, qu'ils soient capables d'amener
je dirais, un vent de fraîcheur, donc des connaissances nouvelles, une sensibilité nouvelle peut-être à certains enjeux. Je crois que le milieu funéraire est toujours très enclin à vouloir personnaliser là, les services et s'assurer de répondre aux besoins de la clientèle. Mais pour avoir travaillé dans le milieu funéraire pendant plusieurs années, je le sais aussi qu'à un moment donné, on rentre dans notre routine puis qu'on est peut-être un petit peu plus ancré dans nos connaissances puis dans notre pratique standard. Donc, les étudiants permettent, lorsqu'ils graduent, d'amener peut-être un vent de fraîcheur puis de venir bousculer un petit peu ce qui est établi dans les entreprises pour être capable justement d'ouvrir davantage à la diversité. Et là, on parle bien entendu de la diversité culturelle, la diversité religieuse, mais aussi de la diversité identitaire en fait, parce que bon, ça veut pas, ça fait partie de la réalité de tous. Donc, on parle de la réalité LGBTQ entre autres, et on essaie de ne pas s'encadrer là, dans un carcan de pensée et de s'ouvrir à tout. Donc, je ne veux pas trop prendre de temps, je vais laisser la parole aux autres. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Manon, est-ce que tu voudrais venir renchérir, compléter? Oui, ben du côté du terrain, en fait, ce qu'on va remarquer quand on a des étudiants au niveau de la thanatologie qui viennent en stage dans les coopératives, effectivement, on remarque le vent de fraîcheur que ça nous apporte. Puis faut être prêt aussi à se faire poser des questions parce qu'évidemment, quand on est dans le milieu funéraire depuis quelques années, on est ancré dans une certaine routine, comme Marie-Pierre disait. Des fois, ça peut être dérangeant de se faire poser des questions puis de se faire remettre en question surtout. Parce que je crois que c'est David qui le disait d'entrée de jeu. Mon Dieu, des fois, on se trouve donc bien professionnel et on connaît tout et on sait tout. Alors que les principales personnes qui vont nous apprendre au milieu funéraire, dans le milieu funéraire, ben, ce sont les familles, ce sont les situations qui vont venir les unes après les autres. Ce ne sont pas nous les meilleurs formateurs, c'est vraiment les familles et les nouvelles personnes qui arrivent avec ce vent de fraîcheur-là. J'aime beaucoup l'expression parce que c'est exactement ça. On le remarque beaucoup de l'avenue des gens qui vont venir des écoles en stage, mais on le remarque aussi dans une nouvelle génération qui arrive dans le milieu funéraire. On a travaillé beaucoup avec des gens d'une certaine génération. Il y a une nouvelle génération avec une vision de la vie complètement différente, mais avec des questions beaucoup plus précises par rapport au deuil, par rapport à la présence qu'on peut avoir avec les familles, alors que par le passé, on était dans le milieu funéraire, on était peut-être des gens plus axé sur le contrat, c'est-à-dire sur la mécanique, parce que tout était sensiblement la même chose. On était dans un 3 jours d'exposition avec une forme relativement similaire d'une famille à l'autre. Et depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on remarque que les choses sont vraiment évolutives, sont vraiment différentes. On doit se remettre en question et ben, ça nous amène à se déstabiliser un petit peu puis de reprendre le fil avec toutes ces nouvelles questions-là qui viennent de part et d'autre, mais beaucoup pour faire du pouce, qui viennent beaucoup des étudiants en Thanato. Merci, Manon. Joy, je t'inviterais à venir t'exprimer un peu sur ton expérience là, de la transition de ta formation, si on veut, plus académique, à ton arrivée sur le terrain en stage. Oui, bien sûr. Alors, bon, d'ailleurs, c'est la technique de thanatologie, bien sûr, c'est un domaine extrême, c'est une technique extrêmement chargée, bien sûr, parce que c'est un domaine autant social au niveau des services funéraires que scientifique, au niveau de la thanatopraxie. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de cours très remplis. Mais justement, on a quand même trouvé, tu sais, le département, les étudiants trouvent ça très important d'avoir un cours vraiment dédié justement à la diversité. Donc, dans le cas, le cours service funéraire 2, pour être plus précis. Mais bien sûr, vu que c'est un programme aussi chargé, on ne pouvait pas tout apprendre, bien sûr. Au nombre de rites funéraires possibles selon les différentes communautés et cultures. Tu sais, on pourrait faire des maîtrises complètes sur chacune des cultures, donc c'est impossible de tout apprendre. Donc, c'est sûr quand on arrive en milieu de stage, il y a eu bien sûr genre une grosse
une arrivée dans la réalité, bien sûr, qui s'est fait comme justement Madame Manon Thibodeau l'a apporté, justement, ce qui nous apprend vraiment le plus, c'est les familles, justement. Donc, c'est vraiment eux, la famille, qu'est-ce qu'ils veulent pas. On apprend un peu justement les bases dans les cours, mais on apprend surtout comme, disons, l'idéal platonique d'une funéraille, justement, par exemple, hindoue ou justement chinoise. Donc là, c'est vraiment, justement, on apprend comme l'idéal de ça, mais après, ce que les familles veulent, c'est pas nécessairement exactement l'aspect, genre, la funéraille traditionnelle qui correspond à leur culture. Parfois, il peut y avoir justement des modifications plus modernes qui peuvent être apportées. Et donc, c'est vraiment ça en tant qu'étudiante qui a pu c'est qui nous a permis de nous ouvrir les yeux vraiment sur la réalité réelle des différents groupes culturels, justement, qui peuvent venir genre, requérir nos services en tant que thanatologue québécois. Euh, alors, heureusement, à travers ça, ce qui était vraiment intéressant dans le milieu de stage, c'est que souvent, comme moi, vu que je suis dans un milieu de stage qui dessert beaucoup de communautés ethniques, on a des conseillers aux familles spécialisés dans ces communautés-là qui ont pu nous aider justement à faire la transition entre une approche théorique à une approche réelle, justement grâce à des employés qui faisaient eux-mêmes partie de certains groupes ethniques. Donc, pour l'instant, c'est pas mal ce que j'avais à dire. Donc, malheureusement, je suis arrivé un peu ici en urgence, en remplacement. Donc, je n'ai pas pu me préparer autant que ce que j'avais voulu, mais c'est pas mal ce que j'ai à dire pour l'instant. Excellent, Joy. Merci beaucoup d'avoir pris la place de ta collègue à la dernière minute. En fait, il nous reste un peu de temps pour cette question-là. Donc, membres du public, si vous voulez renchérir ou sinon, Cynthia, je t'invite, si tu veux ajouter des éléments, libre à toi. J'ai trouvé Joy éloquente. Elle a bien fait le tour là, du cheminement des étudiants. C'est vrai que dans un programme, ils ne peuvent pas voir tout l'ensemble des religions, puis des communautés culturelles ou des communautés autochtones ou des diversités générationnelles ou de genre. Donc, c'est sûr que c'est pas tout couvert dans le programme. Le nombre d'heures qui est consacré représentent là, une fraction de leur formation. Donc, c'est vraiment super quand ils peuvent, excusez-moi, j'ai de la visite. C'est vraiment spectaculaire de voir leur cheminement quand ils ont la chance d'être avec des communautés variées dans les centres de stage, mais même juste de voir le contact avec des personnes endeuillées, parce que dans le cadre des cours, il faut le dire, ils sont formés pour être capables d'être en contact avec des endeuillés, mais on ne sert pas de clientèle endeuillée dans les cours. Ils sont avec des mises en situation. Même lorsqu'ils rencontrent des gens de tous les âges, de la même communauté qu'eux, ils sont quand même en apprentissage. C'est certain que je pense qu'un thanatologue, ça apprend pendant toute sa carrière. Chaque fois qu'on a une nouvelle famille, ben, c'est une nouvelle chance d'apprendre. Donc, voilà, c'est ce que j'ajouterais simplement, mais j'ai trouvé ton propos éloquent, Joyce. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres éléments? Ça vous va? Pour vous, vos réponses sont complètes? C'est bon. On peut passer à la deuxième question, Claire. Donc, comme mentionné précédemment, hein, la diversité comprend également une conception des rites funéraires qui peuvent être divers selon les communautés ethnoculturelles, mais aussi intergénérationnelles. Donc, comment alors naviguer entre les dernières volontés de la personne défunte et celles de la famille endeuillée? Donc, Manon, je t'inviterais à répondre en premier, s'il te plaît. Ben, je vais aller un petit peu dans le sens de Yavorka. Je comprends qu'il y a beaucoup de communautés qui ne peuvent pas parler de la mort, qui ne peuvent pas aller au-delà de ces restrictions-là. Par contre, ça devient complexe quand on arrive au moment des funérailles parce que on n'a aucune idée de ce que la personne défunte désirait. Et là, on rentre à ce moment-là dans
une négociation, si on veut, avec la famille par rapport à ce qui peut être amené par la communauté, mais ce qui va représenter aussi personnellement la personne défunte et les besoins de la famille. Donc, on est beaucoup dans l'éducation pour tenter avec les communautés de seulement leur laisser des outils pour qu'ils puissent exprimer, des fois sur papier, mais des fois au niveau oral, qu'ils puissent exprimer quelles sont leurs propres volontés avec l'accord ou non de la communauté ou de ce qui est véhiculé, mais ça va aller beaucoup dans la communication préalable pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il y en est. Parce qu'au moment où le décès survient, on peut avoir des demandes qui vont être liées avec les volontés qui sont non exprimées ou qui sont exprimées par la famille, mais qui vont aller au-delà de ce qu'on peut faire. Et là, ben, on entre encore dans l'espèce de négociation. Au Québec, on est régi par une loi très stricte au niveau du funéraire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de par la santé publique. Et on peut avoir des demandes qui nous paraissent particulières des communautés, par exemple, de faire un bûcher à ciel ouvert pour pouvoir procéder à la crémation. C'est une demande qui nous avait été véhiculée par le passé. C'est bien évidemment non possible au niveau de la loi. On ne peut pas faire ça. Mais quand on est capable d'aborder le sujet avec la famille et d'aller un petit peu plus loin dans ce qui est derrière cette demande-là, ben là, on comprend qu'est-ce qui est véhiculé, c'est quoi le besoin du bûcher à ciel ouvert. Est-ce que c'est vraiment que ça soit public ou qu'il y a une personne qui doit allumer le bûcher? Quand on va un petit peu plus loin, puis on comprend les tenants et aboutissants de ces demandes-là, ça nous permet d'aller respecter le rituel, d'aller respecter ce qui est important dans les valeurs de la personne et de la famille. Mais la base de tout, c'est vraiment la communication. Puis c'est là des fois où on va être un petit peu bloqué parce qu'on entre un petit peu contre les valeurs de la famille ou de la communauté. Donc, c'est notre grand défi de pouvoir aller en éducation avec les diverses communautés pour pouvoir leur permettre d'exprimer les volontés de leur propre volonté, mais les volontés aussi qui vont être partagées avec leur famille, avec la communauté. Merci Manon. Cynthia, je te laisserai la parole, puis peut-être aussi mentionner un peu qu'est-ce qui ressort, tu sais, dans tes classes d'enseignement, puis de voir comment que tu les diriges pour apprendre justement à naviguer. En fait, j'explore avec les étudiants la cohorte de Joy, justement. Eux ont fait eux-mêmes, là, chacun des recherches sur une communauté. Puis ensuite, une fois que la recherche est faite, ils doivent faire une présentation à leur groupe classe de ce qu'ils ont découvert. Donc, à la fin des présentations, ils touchent là, quand même, selon le nombre d'équipes qui est possible de former avec la grosseur du groupe classe, à différentes communautés. Ça, c'était ma façon de faire. Maintenant, les prochains étudiants, ceux qui finiront l'an prochain, j'ai vu ça d'une autre façon. J'ai préféré leur présenter moi-même les différentes communautés pour qu'ils puissent construire un espèce de carnet de connaissances là, au niveau des communautés, puis que chaque personne ait l'équivalent de la petite recherche que faisait chacune des équipes pour qu'il leur reste quelque chose de tangible, d'écrit. Ils le font quand même en équipe. Donc, tous les étudiants peuvent prendre des notes dans un document commun. Fait que ça fait en sorte qu'il leur reste des outils là, qui peuvent pour répondre là, aux besoins qui a été nommé là, pendant les présentations des outils que les familles s'attendent à connaître, à ce que les thanatologues connaissent les procédures pour différentes communautés. Fait qu'il leur reste cet outil-là qu'ils peuvent consulter au moins pour les communautés qu'on a eu le temps et qu'on a pu
pu aborder en classe. Mais ça soulève aussi quand même des questions sur différentes choses parce qu'on aborde surtout les communautés culturelles là, qu'on voit dans la ville de Montréal les plus fréquentes, mais on n'a pas le temps d'élargir avec les communautés qui ne sont pas des immigrants ici, mais qui sont des résidents depuis des années ici, les communautés autochtones. Fait que ils ont quelques éléments dans les cours qui peuvent leur amener de l'information, mais chaque communauté autochtone a des pratiques différentes aussi. Fait que ça soulève les questions au niveau des communautés autochtones, mais aussi de la diversité de genre, puis de la diversité de groupes d'âge. Malheureusement, mais le temps dans les cours est quand même limité. Fait qu'on ne développe pas beaucoup là-dessus, mais dans les pauses, puis dans les discussions avec les étudiants hors cours, hors cursus, ça l'anime ces discussions-là, je dirais, là, le fait qu'on parle des communautés culturelles les plus fréquentes, ça soulève les discussions, puis ça amène des fois des questionnements par rapport à comment ça va se passer si, par exemple, moi je me sens une femme, puis ma famille n'est pas d'accord parce que je suis née un garçon, puis ils vont-tu respecter mes volontés? Comment ça fonctionne au niveau de la loi? C'est ce genre de questions-là aussi que ça l'amène à soulever pendant les pauses des cours. Puis au niveau des générations aussi, mais les pratiques, les jeunes, ils ne connaissent pas toutes nécessairement les prières même de la communauté qui est la plus connue au Québec, là, les chrétiens et les catholiques. Mais c'est ça, leurs aînés, qui sont les personnes qui vont être appelées à servir, eux les pratiquaient, puis peut-être les pratiquent encore au moment de leur décès. Fait que ça amène des discussions vraiment variées là, pendant les pauses des cours qui nous prouvent que c'est un besoin. Les discussions ne divergent pas du sujet de conversation, des diversités de groupes de personnes qu'on peut accueillir dans les salons funéraires puis qui vont être appelés les étudiants à fréquenter. Ils sont curieux, les étudiants, dans nos cours. Puis je pense pas que juste le peu d'heures, quand même, dans tout le programme, il y a quand même plusieurs cours. Je pense pas qu'on peut répondre à tout ça, mais je pense que le fait que ça l'amène, cette curiosité-là, fait en sorte que eux, rendus en stage, puis rendus des professionnels qui pratiquent dans le domaine, peuvent continuer de développer pour devenir des meilleurs thanatologues, puis mieux servir les familles, parce qu'ils continuent d'apprendre des familles, effectivement, comme le disait Manon là, Thibodeau un peu plus tôt. Merci, Cynthia. Je vais juste rebondir un peu sur la question. En fait, Cynthia t'a mentionné, justement, les questions d'identité de genre. On voit que c'est quand même une préoccupation là, des générations plus jeunes. Et donc, concrètement, là, en fait, votre rôle de qu'est-ce que je comprends, on dit naviguer, mais de jouer souvent au médiateur également. Est-ce que vous avez eu des cas que l'identité de genre pouvait venir poser certaines frictions familiales, puis qu'est-ce qu'il y en est dans ce cas-là? En fait, comment vous arrivez à, je veux dire, gérer la situation, mais d'apaiser les tensions sur ces questions qui sont si délicates et sensibles? Semble être, comme tu mentionnes, une préoccupation là, justement des futurs professionnels. Comment vous l'abordez concrètement sur le terrain? Donc là, je peux relancer à Manon ou à Joy, justement, si tu es en stage, si je comprends bien. Donc, comment vous le voyez sur le terrain? Pose une colle, hein? Ouais. Mais... Mais oui, oui, c'est sûr, là, la question de l'identité de genre, bien sûr, c'est quelque chose qui me tient personnellement à cœur en tant que femme transgenre. Mais oui, donc c'est sûr, là, normalement, ce qui est préférable, en fait, c'est sûr. J'imagine que là, on pourra rentrer dans des débats de moralité et tout ça, parce que bien sûr, on nous enseigne que les funérailles, oui, c'est pour les vivants, c'est pour les survivants, c'est pour la famille. Mais d'un autre côté, la volonté du défunt est souvent mise en priorité. Tu sais, c'est un peu le concept d'un préarrangement après, tu sais, d'un préarrangement de funérailles, justement. C'est afin
s'assurer que les dernières volontés de la personne soient respectées. Donc, si justement la personne vivait justement sa nouvelle identité malgré le désaccord possible de la famille, alors c'est important pour nous de faire pas nécessairement de recherche, on va pas engager un enquêteur privé pour déterminer c'était quoi l'identité de genre de la personne, mais il faut faire attention à ces situations-là et justement bien naviguer pour être sûr que tu sais, qu'on soit respectueux envers le défunt, c'est ça, ou la défunte. C'est ça, on peut pas juste c'est ça, aller avec ce que la famille dit 100% du temps, mais si, genre sans faire attention, il faut bien genre, s'assurer que la dépouille soit traitée avec respect, le défunt soit traité avec respect, vraiment même après sa mort. Euh, c'est ça. Euh, c'est ça. Donc, puis là, ça va, même si c'est pas nécessairement légal, parce que, ben, pas illégal, mais dans le sens, si la personne n'avait pas eu le temps de faire un changement de nom au niveau de l'état civil, parce que c'est extrêmement long, ça prend au-dessus de 6 mois, ben, ouais, c'est environ 6 mois, je dirais. Donc, sans compter toutes les affaires de paperasse préalables. Donc, ça peut être des processus extrêmement longs. Donc, il faut normalement, c'est bien justement de trouver des manières de se renseigner, peut-être même auprès de l'État civil, si possible. Je ne m'y connais pas assez avec le fonctionnement de l'État civil, c'est possible de voir s'il y a des affaires en cours, mais en tant que conseiller, c'est vraiment notre devoir de faire en sorte que le défunt soit traité avec le respect qu'il mérite. Non, est-ce que tu veux renchérir? Ou Cynthia? Cynthia, tu as la main levée. Vas-y. Ouais, je voulais simplement ajouter, il a été mentionné dans les propos que c'était quelque chose qui préoccupait la jeune génération, mais des personnes qui ont fait une transition de genre, il y en a de toutes les générations. Il y a même actuellement un super documentaire avec Will Ferrell puis Harper sur Netflix actuellement qui en traite, là. Puis c'est une personne dans le début de la soixantaine, Harper, qui a fait une transition de genre. Puis personnellement, j'ai déjà aussi, pas juste en transition de genre, mais des familles qui découvrent, des fois rendues au moment du décès dans nos bureaux, que la personne qui est décédée était en couple avec une autre personne du même genre, puis que c'est là que l'homosexualité est découverte par la famille dans notre bureau au moment de la rencontre. Ça peut arriver, c'est pas exclu. Fait que ces genres de surprises-là, ça peut amener les familles à réagir de façon très émotive parce qu'ils sont déjà dans un processus qui implique énormément d'émotions. Fait que c'est sûr que après ça, c'est le respect le respect des besoins du défunt, mais il faut les garder en tête comme professionnels pour des fois ramener la famille quand on est en train d'écouter ce qu'ils vivent, puis d'essayer d'avoir une organisation qui répond à leurs besoins comme endeuillés, mais toujours dans le respect de la personne qui est décédée. Faut vraiment être des fins, des, des fines oreilles. On a deux oreilles pour écouter, puis une bouche pour parler. Fait que c'est comme, faut être à l'écoute, puis bien faire attention d'adapter pour que ça reste un souvenir euh, apaisant, les funérailles. Merci, Cynthia. Marie-Pierre, Manon, est-ce que vous voulez intervenir? Ben, j'ajouterais l'élément de l'éducation. Je martèle un peu avec ça, mais dans des situations un peu plus particulières, je pense que c'est encore plus important d'en parler, évidemment, mais de choisir quelqu'un de confiance qui va nous représenter au moment de l'exécution de nos volontés. On parle beaucoup de la famille, mais c'est pas toujours la famille qui va être en charge du respect des volontés. Des fois, c'est un ami, quelqu'un de confiance. Et je fais le lien avec l'éducation, de là l'importance des cafés de la mort, d'ouvrir les discussions, d'ouvrir les possibilités pour que les gens soient à l'aise de transmettre leur propre volonté à quelqu'un de confiance qui va pouvoir les respecter
qui va aller dans cette avenue-là. Parce que oui, effectivement, dans toutes sortes de situations dans nos vies, c'est pas toujours la famille qui sont les plus informés de ce que nous, on va faire de nos choix. Donc, d'orienter vers des gens en qui on a confiance, qui vont aller vers nos volontés, ça peut être bien aussi. Mais ça, ça va de l'éducation et de discuter et de parler. Merci Manon. Marie-Pierre? Oui, merci. En fait, j'ai pas tant à rajouter sur tout ce qui a été dit jusqu'à date parce que c'est pas mal tous dans la même orientation et ça fait partie de mon opinion aussi. Je voulais rebondir sur un sujet de Joy et justement répondre à une des questions qui est apparue dans le clavardage au sujet du côté légal de la chose. Quand on parle d'identité de genre ou d'identité personnelle, en fait, il y a comme une espèce de flou qui existe, pas juste dans le funéraire, je crois. Je pense que c'est un flou qui existe là à la grandeur de notre société et de nos aspects légaux. Il y a des choses qui devraient être, qui mériteraient d'être peut-être mieux encadrées. La loi sur les activités funéraires stipule entre autres que c'est la responsabilité des thanatologues et donc des gens du milieu funéraire de s'assurer du respect de la dignité de la personne décédée. Mais cette définition-là n'est pas précisée, à savoir qu'est-ce qui fait partie ou non du respect de la dignité. Et l'autre côté légal avec lequel on doit faire affaire, c'est tout le côté, un peu ce que Joy disait, le changement administratif de l'identité, donc le changement de nom au directeur de l'État civil, mais après ça, sur tout le reste de la documentation qui est à faire, qui peut prendre un minimum de 6 mois, mais que dans son entièreté, c'est un processus qui peut être très, très long. Et ça, on n'a pas le choix d'un point de vue administratif de compléter la documentation au nom et à l'identité de ce qui est enregistré à l'état civil. Donc, quelqu'un qui était en processus de transition corporelle, identitaire et administratif, en fait, des fois, quand le processus n'est pas finalisé, ce qui est normal parce que ça peut prendre beaucoup de temps, des fois, ça peut être confrontant dans un sens comme dans l'autre, de devoir compléter de la documentation à un nom avec une identité papier, mais de faire les rituels avec une identité différente, en fait, que ce soit de respecter le changement ou de faire face à des délais administratifs qui n'ont pas permis de faire face à ce changement-là complètement, que ce soit d'utiliser l'ancien nom, l'ancienne identité sur de la documentation, même si toute la famille est en accord et est en support de la nouvelle identité, même ça peut être confrontant. Donc, ça va dans un sens comme dans l'autre, de l'acceptation ou non de la part de la famille. On fait face malheureusement à des défis, à des contraintes administratives de ce point de vue-là qui peuvent venir choquer dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'était la petite parenthèse que je voulais amener. Il y a comme des zones grises dans la loi ou des raccords qui ne sont pas faits entre différents concepts. Assurément, tous les thanatologues essaient de respecter la dignité de la personne décédée. Mais même au travers de tout ça, des fois, dans notre travail, on fait face nous-mêmes à certaines limites dans ce qu'on peut mettre de l'avant à cause des délais administratifs, entre autres. S'il n'y a pas d'autres questions par rapport à cette thématique-là, on passerait à la prochaine question. Je vous rappelle que le colloque, c'était encore une fois là, de comment faire face aux changements et comment faire sens de ces changements-là dans les rites. Et donc, en réunion là, pour organiser la table ronde, il y a l'aide médicale à mourir qui a semblé être un sujet fort pertinent. Et donc, on a construit une question autour de cette thématique-là. Donc, je vous la pose. L'aide médicale à mourir semble bouleverser la façon de voir la mort. Celle-ci devient planifiée dans une certaine mesure. Donc, comment ce changement affecte-t-il le domaine funéraire? Et donc, j'invite Javorka qui avait fortement réagi à cette thématique lors de la rencontre. Donc, Javorka, je te donne la parole en premier.
pour cette question. Ben merci, Catherine. Ben, je pense que c'est plus Manon qui va mieux répondre à la question comment ce changement affecte le domaine funéraire. Mais moi, de faire le lien avec ma présentation en accompagnement des personnes immigrantes en fin de vie, ben, effectivement, donc j'ai pas parlé de ça parce que je savais qu'on va élaborer maintenant. Donc, une autre comme sujet de tension, donc une autre couche de complexité, effectivement. Donc, l'aide médicale à mourir est plus en plus présente, surtout en soins palliatifs. Maintenant, ça fait la partie de rôle et de travail de pas juste les TS, mais toute l'équipe de soins palliatifs. Et ce que j'ai entendu de certaines personnes qui travaillent en soins palliatifs, maintenant, c'est comme obligatoire de comme offrir, c'est un service, hein, c'est un service, donc c'est comme obligatoire d'offrir ce service aux personnes qui sont en fin de vie, effectivement, qui souffrent beaucoup, qui rentrent dans le critère. Ce qui, encore une fois, crée des tensions avec certaines communautés culturelles, les gens de certaines communautés culturelles, encore une fois, c'est du fait qu'ils ne parlent pas de la mort, ils ne se préparent pas à la mort. Et maintenant, il y a quand même une mélange entre le suicide et l'aide médicale à mourir. Donc, ils posent la question, où est la différence? Hein? C'est comme tu choisis, mais comme tu es accompagné par le professionnel, mais finalement, tu te suicides. Hein? Et que le suicide n'est pas accepté, pas du tout, hein, dans certaines religions. Donc, pour le moment, dès que je sache, on travaille sur ce sujet-là, mais on n'a pas encore des résultats des recherches qui étaient faites vraiment de nous donner vraiment donc, les résultats concrets sur l'aide médicale à mourir auprès des immigrants. On sait que certaines personnes prennent cette option-là, donc c'est vraiment comme individuellement, mais on n'a pas vraiment la statistique concrète et on ne sait pas encore comment ça se fait. Donc j'espère que dans les prochaines années, 2, 3 ans, on va avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Merci. Merci, Javorka. Avant de donner la parole à Manon va conclure cette question. Donc, Marie-Pierre, si tu peux nous parler un peu de comment ça peut affecter l'enseignement ou le curriculum dans une certaine mesure. Oui, donc au point de vue de l'enseignement, en fait, puis là, je vais peut-être déborder un petit peu sur le sujet de Manon, mais donc nous, c'est sûr qu'à l'école, on essaie d'enseigner l'adaptation à chaque situation parce que chaque décès amène une situation qui est très différente. Là, on a beau avoir un processus funéraire de base, chaque famille va vivre quelque chose de différent et va demander de l'adaptation de la part du professionnel funéraire. Mais cette espèce de recette ou ce protocole de base-là est souvent basé sur le fait que tout se déroule suite à la mort. Donc, que la personne était en soins palliatifs, que la mort était attendue ou non, encore plus là, quand la mort n'est pas attendue. L'aide médicale à mourir amenant une nouvelle réalité d'avoir d'avance non seulement un prognostic là, en sachant, bon, la personne pourrait décéder dans la semaine qui suit, par exemple, mais là, c'est qu'on a la date et l'heure précise auquel le tout est planifié. Et donc, le milieu funéraire, les professionnels font face à une nouveauté qui est des gens qui téléphonent à l'avance en disant, ben moi, je veux mes funérailles samedi qui s'en vient parce que papa va mourir vendredi. De manière là, très, très précise. Et là, bon, effectivement, dans le milieu funéraire, ça vient heurter peut-être une façon de faire. Je veux dire, historiquement, c'était un petit peu premier décédé, premier servi. Donc là, tout à coup, on a cette possibilité-là d'une certaine façon réserver d'avance alors que la personne est elle-même encore vivante. Il y a même eu des cas où c'est la personne qui recevra l'aide médicale à mourir, qui commençait les démarches aussi, ce qui est une nouveauté. C'est rare que les gens, il y a le concept de l'arrangement préalable, mais l'arrangement préalable ne vient pas avec une date finale là, pour faire les arrangements du décès généralement, tandis que là, la personne peut venir nous voir en entreprise funéraire et dire, ben
moi, je prévois décéder jeudi, donc vendredi, vous recevrez ma dépouille et on pourra commencer à travailler. Donc, si on reprend tout ça d'un point de vue éducatif, ben, c'est vraiment une nouveauté totale de faire développer l'adaptabilité en fait des étudiants face à cette réalité-là. On parle de ben, comment justement discuter directement avec la famille cliente ou les usagers des services funéraires. Donc, fut une époque où on parlait en arrangement préalable de manière très éloignée d'une mort à venir, ou au moment du décès, c'était fait. Là, on se retrouve dans une espèce d'entre-deux où il y a des nouvelles sortes d'émotions, des nouveaux mélanges d'émotions qui se font. Le niveau d'acceptabilité de la famille cliente n'est pas toujours la même non plus, bien entendu, parce que, ben, un peu comme disait Javorka, des fois, l'aide médicale à mourir est vue comme un soin de santé, mais autrement, ça peut être vu comme une forme ben, en fait, c'est une fin volontaire à la vie. Donc, il y en a qui viennent mettre des concepts de suicide à l'intérieur de ça. Donc, l'approche avec la famille cliente est d'autant plus délicate. Et ça, ben, dans nos cours de communication avec les familles endeuillées, c'est aussi quelque chose qu'on développe. Essayer de travailler là-dessus, sur l'acceptation, bref, ça mélange un petit peu les concepts de deuil qui se faisaient généralement plus tôt après le décès. Là, tout à coup, il y en a une bonne partie qui peut se faire à l'avance. Donc, ça vient définitivement mélanger un petit peu les cartes et bien entendu, le milieu de l'éducation là, essaie du mieux possible de s'ajuster à ça et de faire face à cette nouvelle réalité-là pour pouvoir préparer donc les gens à la réalité dans le milieu funéraire par la suite. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Cynthia, est-ce que tu as des compléments de réponse ou tu vas ajouter des éléments d'expérience ou À moins que vous ayez des questions supplémentaires, les personnes qui ont pris parole ont vraiment bien couvert là, les éléments que j'avais amenés au moment là, d'avoir les discussions préparatoires. Je pense que je laisserai ça comme ça, puis on pourrait passer aux questions des gens s'il y en a. Ben, c'est bon, je vais donner la parole à Manon, puis peut-être que tu vas pouvoir rebondir ou Joy après, sans problème. Manon, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, précisément? C'est vrai que ça change beaucoup de choses sur le terrain. Marie-Pierre l'a bien amorcé. Effectivement, quand les gens nous appellent pour dire je vais mourir dans quelques jours, puis je voudrais avoir les funérailles à tel moment, ben ça devient un petit peu contraignant. Puis ça vient nous shaker pas mal là, parce que ben on a la ligne toujours premier. C'est plate à dire comme ça, mais premier décédé, premier à choisir. Puis on tente de la garder parce que la personne peut toujours décider de ne plus avoir l'aide médicale à mourir. Elle peut décider à la dernière seconde de ne pas l'avoir. Donc, on ne veut pas aller trop en avant dans les décisions. Et c'est ce qu'on va amener comme argument quand la personne est très, très pressée de déterminer la date des funérailles. Donc, ça va changer à peu près à tous les niveaux pour le funéraire. Au niveau des transporteurs ou les brancardiers, certains les appellent les brancardiers, quand ils doivent aller chercher le corps d'une personne décédée de par l'aide médicale à mourir, il y a une dynamique qui est différente par rapport à la famille. Il y a une approche différente par rapport à la mort. Donc, il y a un contact avec la famille qui va être différent d'avoir trouvé la personne décédée chez elle. Parfois même, si le soin est donné à la maison familiale, la famille va avoir participé à toutes les étapes jusqu'à la toute fin au niveau de l'aide médicale à mourir. Il va vouloir participer parfois au niveau du transport. Donc, il y a une implication différente de la famille, puis une façon de se présenter auprès de la famille qui va être différente. Au niveau des conseillers, bien évidemment, ça va amener aussi des questionnements différents, des approches différentes, parce qu'il y a une certaine certains rituels qui vont avoir été faits avant le décès et au moment du décès, ce qui va amener potentiellement des différences au niveau des funérailles. Ils vont vouloir des choses différentes au niveau des funérailles parce qu'il y a déjà une amorce qui a été faite au niveau des rituels. Au niveau du personnel d'accompagnement, au niveau des funérailles, il peut avoir aussi une approche
une approche différente à faire avec la famille. Donc, c'est vraiment des éléments qu'il faut tenir en compte quand on sait que la personne décède de par une aide médicale à mourir. Puis là, j'étirerai pas le colloque outre mesure, mais c'est sûr qu'on pourrait en faire un autre de même longueur par rapport à la présence de l'aide médicale à mourir dans les salons funéraires. Parce que c'est une nouvelle pratique depuis quelques temps. Il y a eu toute l'histoire là qu'on connaît l'été passé avec une maison funéraire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis de là a découlé toutes sortes de discussions qui a amené à une nouvelle possibilité. Et les maisons funéraires sont maintenant le choix pour certaines familles d'avoir l'aide médicale à mourir, d'avoir le soin. Donc, ça amène toutes sortes de questionnements des familles, de la population, tout ça, mais aussi à l'interne, parce que, on le disait tout à l'heure, on est des spécialistes, là, puis je le mets en parenthèse parce que c'est les familles les plus grands spécialistes, mais on est des accompagnateurs après le décès, pas avant. Donc, il faut se restabiliser dans tout ça. Parce que si l'aide médicale à mourir est dans les locaux de la maison funéraire, il y a forcément un accompagnement à faire aussi. Mais comment on se positionne dans cet accompagnement-là qu'on ne connaît pas tant. Nous, on connaît le après. Donc, il y a tout ça aussi à tenir en compte. On n'a pas fini d'en parler, je crois, là. Merci, Manon. En fait, là, je sais que vous m'aviez parlé d'un balado, si je me trompe pas, mais j'ai complètement oublié le nom. Est-ce que vous pouvez me le mentionner? Je le mettrai dans le chat si ça peut intéresser, justement, qui traitait un peu de ces enjeux-là comme Ouais. ressources. Cynthia, elle sait par cœur. Ouais, je suis en train de chercher le titre parce que j'en ai La mort écouté libre. La mort libre, c'est La ça. mort libre. Ça se trouve Je- sur la plateforme audio de Radio-Canada. C'est fait par Alain Exact, Gravel. C'est exactement. fabuleux. Fabuleux. Mm. Il faut vraiment l'écouter. Ça amène toutes sortes de questionnements et toutes sortes de réponses par rapport à l'aide médicale à mourir. Ceux qui le reçoivent, les familles, les professionnels qui le donnent. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Quelque chose à dire sur l'aide médicale à mourir, comment tu le perçois ou en fait, je sais que ta collègue, quand on avait discuté de cette question-là, trouvait ça quand même intriguant justement que ça apparaisse peut-être dans les coopératives comme un service peut-être futur. Là, on entend que Manon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais en tant que jeune représentant la plus jeune génération et des futurs professionnels, comment tu le perçois un peu? Oui, ben, c'est sûr que c'est quelque chose de vraiment nouveau, c'est ça. Donc, c'est justement dans les cours, tu sais, on parle tellement de toutes les aspects du domaine funéraire. Et là, j'entre en stage et tout d'un coup, il y a un nouvel aspect du domaine funéraire qui vient d'arriver, vraiment récent et, et c'est ça. Donc, absolument un peu, pas, je dirais pas inattendu, là, parce que c'est sûr que l'aide médicale à mourir, ça fait quelques années qu'on en parle un peu plus. Mais donc, c'est sûr qu'en regardant ça, je me dis, OK, oui, il va peut-être avoir des affaires, comme Manon disait, justement, après, nous, on est formés pour accompagner après le décès. Là, il va falloir peut-être, justement, adapter les cours pour que les étudiants soient prêts à accompagner les défunts avant leur décès, ce qui est vraiment un autre aspect, justement, au niveau psychologique et au niveau social, euh, justement, qui va être vraiment important de garder un œil sur ça au fil des prochaines années afin de s'assurer que, justement, les étudiants soient prêts à de telles situations surtout si ça devient de plus en plus fréquent dans les prochaines années. Je vois Monsieur Mathieu Hull, vous avez levé la main, je vous donne la parole. Oui, oui, je voudrais faire un petit peu de pouce sur ce que ma collègue Manon, je suis la coop du Grand Montréal. Il y a un aspect de l'aide médicale à mourir qui risque d'affecter grandement notre domaine. C'est au niveau un concept qui se développe des funérailles vivantes. Les gens font leur cérémonie de vivant avec des amis. Ils ne sont pas obligés de faire ça dans un salon funéraire, ils peuvent se réunir dans une salle. Puis à ce moment-là, notre rôle deviendrait seulement qu'un rôle de disposition. Il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à organiser des funérailles vivantes dans nos installations? Nos salons peuvent servir autant avant qu'après.
Fait que ça va être important parce que sinon, pour nous, ça va devenir simplement que des crémations directes. On en a parlé beaucoup tantôt. Faut pas oublier, je fais le parallèle, ce qui amène une partie des crémations directes aujourd'hui, c'est les soins palliatifs qui s'étirent, les soins qui se sont améliorés, les gens qui sont au chevet d'une personne avant qu'elle décède longtemps, fait en sorte souvent que le rituel n'est moins nécessaire après. Donc, l'aspect des funérailles vivantes va probablement devenir un rituel excessivement important au cours des prochaines années avec l'augmentation là, de l'aide médicale à mourir. Tu sais, Monsieur Hull, en fait, vous parlez des soins palliatifs, c'est ressorti justement un peu dans nos données, ça. Puis on l'a mis aussi dans une mise en situation là, précisément tu sais, de voir que le deuil peut se faire également beaucoup en avance, puis que les gens sont tellement épuisés que ça devient une sorte de délivrance. Et donc, il a pour les funérailles directes, mais c'est intéressant ce que vous amenez justement les célébrations de la vie, donc un tout autre aspect là, à Avant, tenir en compte. avant la mort, ce qui fait que les gens ne sentiraient pas le besoin de faire une cérémonie après. Cynthia, vous avez levé la main. Oui, en fait, si on offre ce genre de service-là en entreprise, c'est certain qu'il va y avoir un écho là, parce que outre la célébration vivante des funérailles là, avant la mort des personnes, il y a un besoin, je pense, de ce côté-là. Je connais des gens qui l'ont fait, la célébration vivante, qui se sont organisés leurs funérailles de leur vivant. J'en connais personnellement. Mais je connais aussi des gens qui se sont mariés au salon funéraire parce qu'on a vraiment des belles installations puis qui sont personnalisables. C'est quand même un offre de service qui peut être très large quand on va vers une ouverture à servir les gens de leur vivant. On a vraiment des belles installations. C'était simplement ça que je voulais ajouter au propos de M. Hull. Donc, d'autres rites qui s'ajoutent dans la diversité des offres de services, c'est vraiment intéressant. En fait, il nous reste quelques peu de temps près. On avait une question backup, si je peux dire. On peut l'amener puis prendre un 5-10 minutes pour en discuter. Donc, également, là, on fait ici le lien là, vraiment avec les interrogations initiales hein, du projet par rapport au contexte de pandémie, l'apport des nouvelles technologies. Donc, dans un monde de plus en plus connecté, comment les nouvelles technologies, hein, les médias sociaux ou l'intelligence artificielle, par exemple, s'intègrent-elles dans les rites funéraires? Ou comment vous voyez que les rites peuvent peut-être se modifier là, dans un futur très rapproché, étant donné que la technologie avance à vitesse grand V? Donc, pour cette question-ci, je n'avais pas d'ordre, donc je vous laisse la parole. Oui, Marie-Pierre. Oui, donc, les nouvelles technologies, c'est un sujet complet en soi. On aurait pu faire un colloque complet sur juste cette question-là. Pour reprendre un peu ce que M. David Aymon disait là, dès le départ du colloque ce matin, veut pas la situation de la COVID et des restrictions là, au point de vue des rituels funéraires qui a été imposée en 2019-2020 en fait. A un peu forcé peut-être le funéraire à prendre un pas de l'avant sur certains points au point de vue technologique, justement d'être capable de rendre accessible partout le visionnement là, des rituels qui se font en salon. En fait, il y a certains salons funéraires, il faut leur donner le mérite, qui avaient commencé ce concept-là bien avant la crise COVID, mais c'est sûr que la situation de la pandémie a un peu forcé tout le funéraire à prendre ce tournant-là. Ce qui est intéressant, je pense, à réfléchir, c'est, en fait, c'est tellement multiniveau. Il y a tout le concept technologique. Il y a de moins en moins de familles peut-être qui choisissent justement de faire des signets commémoratifs, des choses comme ça, parce que finalement, il y a des liens qui se font en ligne avec des sites web commémoratifs qui sont créés pour les personnes décédées. Les réseaux sociaux offrent cette option-là aussi, donc de transformer la page Facebook
entre autres, là, en site commémoratif, mais les salons funéraires l'offrent aussi, là où on met la nécrologie en ligne plutôt que d'être primé dans le journal. Donc, c'est vraiment très, très large. Et bon, ça, on peut en parler pendant des heures et des heures. Et un autre sujet qui est intéressant à réfléchir, c'est la place que prend justement l'intelligence artificielle aussi face à ça. Avec l'intelligence artificielle, on serait, si c'est pas déjà le cas, éminemment capable de recréer une image interactive de la personne décédée aussi. Et là, ce serait intéressant de voir, d'ouvrir notre réflexion déjà, mais de voir dans les prochaines années comment est-ce qu'on vient affecter le développement du deuil, justement, parce que, bon, d'habitude, quelqu'un décède, on finit par, j'ai juste le terme en anglais, je suis désolée, mais closure, donc fermer clore cette relation-là avec la personne décédée, puis poursuivre notre vie. Ben là, la technologie pourrait potentiellement permettre de poursuivre une relation et des interactions, en fait, avec la personne décédée au-delà de sa vie, ce qui m'apporte énormément de questionnements, en fait. Et j'espère que le milieu funéraire, on ne laissera pas trop passer la balle de ce sujet-là, parce que je pense que c'est important de poursuivre dans notre rôle d'accompagnateur, de voir en fait quels sont les besoins des familles clientes et essayer d'éviter des dérapes potentielles parce que des fois, on a une soif d'aller dans une direction, mais ça peut être dommageable sur la suite des choses. Je reviens souvent au fait qu'on n'est pas là pour dire aux familles clientes ce qu'elles ont besoin, mais le parallèle peut être fait avec les enfants qui n'ont pas envie de manger leur brocoli puis qui se font un petit peu pousser par leurs parents pour en manger parce qu'on sait qu'au final, c'est bon ce qu'on en retire. Faut trouver le juste milieu là-dedans entre ne pas imposer notre vision, être ouvert à la nouvelle technologie, parce que le funéraire, étant ancré dans des traditions, des fois, peut prendre un petit peu de temps là, avant d'avancer au même rythme que le reste de la société. Donc, je souhaite fortement cet avancement-là, mais il faut trouver une façon de le faire en évitant les dérapes, parce qu'effectivement, dans cette recherche de nouveautés, on pourrait malheureusement faire face à des complexités, des difficultés qui seraient nouvelles. Je laisse la parole à d'autres. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Cynthia, je vais te laisser clore la question. Oui, en fait, il y avait deux choses qui m'ont popé à l'esprit là, quand Marie-Pierre expliquait les éléments relatifs là, aux nouvelles technologies. Les réseaux sociaux, ça amène plein de belles communications du vivant des gens, mais je pense à mon père puis ma mère que je dépanne souvent sur les réseaux sociaux pour qu'ils comprennent des fois le fonctionnement. Mais tu sais, peut-être que quand ils perdent quelqu'un de l'entourage, tu sais, offrir le service de les accompagner pour que le compte de la personne décédée puisse devenir un compte commémoratif. C'est un service qui devrait, je pense, être offert par peut-être les salons funéraires. C'est pas quelque chose, je pense pas que c'est pas lié à des lois. Il y a pas le gouvernement n'est pas impliqué là-dedans, puis ils sont aux prises avec des comptes qui restent ouverts, puis des souhaits de fête parce qu'on se fait rappeler par Facebook et compagnie, Meta, que c'est l'anniversaire de cette personne-là. Puis là, les gens écrivent parce qu'ils ne savent pas que la personne est décédée. Bon anniversaire! Des fois, ça fait quelques années même que la personne est décédée. Fait que c'est comme, je pense que c'est un genre de service d'annuler, par exemple, ou soit de fermer ou de rendre le compte comme un compte commémoratif. C'est des pistes de services qui peuvent être offerts aux familles pour les aider, parce que je ne pense pas que mon père pourrait faire ça pour son frère ou sa sœur, parce qu'il était le liquidateur de la succession. Il n'aurait aucunement les connaissances pour le faire. Il a 82 ans, il emploie au meilleur de sa connaissance Meta, mais c'est nous autres, c'est moi, c'est les enfants qui l'aident quand c'est le temps de faire quelque chose avec ça. Puis l'autre chose, c'est qu'on est toujours des travailleurs de l'ombre là, quand vient le temps du décès de quelqu'un. Si on va chercher quelqu'un dans une résidence pour personnes âgées ou dans une résidence de fin de vie, ben souvent, ils vont fermer les portes des chambres devant lesquelles on va passer avec la civière pour aller chercher la personne qui est décédée. Ça se fait encore. On passe
pas devant les gens. C'est comme s'ils voulaient cacher que ben, on finit tous par mourir. Ben, c'est peut-être qu'on pourrait rendre la mort moins taboue en utilisant les nouvelles technologies, puis en permettant, quand il y a des funérailles qui sont diffusées avec des entreprises comme FunéraWeb ou des familles qui les diffusent via les réseaux sociaux avec leur cellulaire, dans les places où est-ce qu'ils ont des amis, ces gens-là qui sont décédés. J'ai des gens dans mon entourage qui ne peuvent pas aller à aucun événement parce qu'ils ont une fracture de la hanche, sont en fin de vie, sont dans une résidence, c'est leur ami qui décède, ils aimeraient ça être là, aller offrir leurs condoléances, ils aimeraient ça assister aux funérailles, puis ils ne peuvent pas. Ils pourraient très bien y assister virtuellement. On pourrait offrir ces services-là dans les endroits où les gens sont à mobilité réduite ou à moins de mobilité, point de difficulté ou absence de mobilité. Fait que pour moi, je pense que ça peut aller très largement jusqu'à même peut-être rendre plus accessible le sujet de la mort, des funérailles, puis d'aller offrir des services à des gens vraiment plus largement que juste dans les installations du salon funéraire. Je pense qu'il y aurait peut-être un besoin à ce niveau-là. Cynthia, si je vois qu'il y a 2 messages dans le chat, OK, tellement. Bon, les gens vont dans votre sens, appuient vos propos. Puis je laisse juste une question en suspens, là, sans vouloir y répondre, puisqu'on pourrait justement faire d'autres projets et avoir d'autres colloques là-dessus, mais peut-être justement l'inclusion des nouvelles technologies pourrait permettre une plus grande place peut-être aux enfants, justement, qui, eux, sont nés avec cette technologie-là et de trouver une manière là, interactive peut-être de reprendre leur place ou d'avoir un témoignage ou quelque chose. Donc, juste une réflexion comme ça. Donc, on va clore la table ronde. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence, votre temps et votre implication. Hein. Un énorme merci. Donc, si vous avez des questions et commentaires, un dernier mot, c'est maintenant le temps de prendre la parole. Sinon, on va clore le colloque et je vais inviter Habib, directeur de l'IRIPI, à venir formuler le mot de la fin de cet événement. Merci beaucoup Catherine, merci à tout le monde. Toute une demi-journée intéressante et pertinente aujourd'hui. C'est vrai, comme l'a dit David depuis le début, c'était un rêve de réaliser, d'arriver à cette réalisation depuis longtemps. Quand j'étais à Rosemont, c'était un des objectifs, un des projets à réaliser. Premièrement, merci à tous les partenaires qui ont participé à cette belle demi-journée. C'est très riche ce que nous avons entendu. Merci à toute l'équipe, Catherine, Claire, Jérémy, Kaisa et bien d'autres aussi qui sont présents, qui ont travaillé avec acharnement et Marc-André aussi qui est là, je le regarde. Donc bravo, c'est une belle réalisation. Ce que je souhaite, c'est qu'on ne s'arrête pas là, qu'il y aura une prise 2 aussi. Et peut-être, pourquoi pas, un autre projet qui va encore plus loin. Tantôt, quelqu'un a parlé des médias sociaux ou de la nouvelle technologie et dans ce sens-là, peut-être, pourquoi pas, l'intelligence artificielle, un sujet qui nous intéresse beaucoup aussi. Donc, à méditer, à réfléchir, évidemment. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre présence et au plaisir de se revoir bientôt.